À savoir que certaines élites européennes, dont les laquais et vassaux sont représentés à Bruxelles, travaillent sérieusement à l'établissement d'un proto-quatrième Reich, que beaucoup d'entre nous qualifient de totalitarisme libéral. Ce totalitarisme libéral que nous voyons venir de Bruxelles et imposer aux capitales européennes, c'est le début du quatrième Reich. Et ce qui pourrait suivre est franchement terrifiant pour tout citoyen de l'UE. À commencer par le fait qu'ils sont représentés, en matière de politique étrangère, par deux femmes totalement dérangées. Je parle de la méduse Ursula et de l'idiote estonienne, au Brésil, Kaja Kallas, qui ne pourrait même pas gérer un stand de hot dogs. Tu imagines la politique étrangère de toute l'Europe entre leurs mains? C'est très dangereux. Comment as-tu vécu cette journée et le défilé qu'ils ont organisé à Moscou? Waouh! Nima et vous tous, c'est l'un de ces jours qui restent gravés à jamais. Tu sais, je devais être là. C'était une opération très complexe. J'ai dit à Nima que je n'étais pas en Iran. En fait, le jour où j'ai pris l'avion d'Iran vers Moscou, j'étais en mer Caspienne. Donc j'ai dû revenir de la mer Caspienne à Téhéran. Je suis arrivé à 2 ou 3 heures du matin et à 4 heures, j'étais déjà à l'aéroport. Et notre vol a eu 1 heure de retard. J'étais avec un ami russe, on se rongeait les ongles. Il disait, s'il referme l'espace aérien, on va rester coincé ici pour toujours. Parce qu'ils avaient fermé l'espace aérien la veille à Saint-Pétersbourg à cause d'une possible attaque de drone. Mais au final, dans notre cas, ce n'était qu'1 heure de retard. On est arrivé à Moscou hier matin. J'ai foncé dans les rues immédiatement et je devais être ici. Je suis en plein milieu d'un voyage extraordinaire en Iran que je compte évoquer avec toi et avec vous tous, mais je devais être là parce que c'est sans doute le jour le plus important pour la Russie au XXIe siècle. Et il est chargé de toutes sortes de significations, pas seulement à cause de l'anniversaire athée de la défaite du fascisme et du nazisme, qui a été en grande partie menée par l'armée rouge, quoi qu'en disent les imbéciles du collectif occidental, aussi fragmenté soit-il. S'il n'y avait pas eu l'armée rouge, on sait très bien où on en serait aujourd'hui, en plein cœur du Troisième Reich. Donc c'est eux qui ont essentiellement combattu le Troisième Reich il y a 80 ans, et les parallèles sont on ne peut plus frappants. Et parmi les invités de la Russie, du président Poutine qu'on a vu aujourd'hui sur la place, il y a quoi, 1 heure ou 2? On pouvait voir qu'il comprenait la portée du moment, ce moment historique, et qu'il devait être là ce jour-là. Certains m'ont particulièrement impressionné, Canel, de Cuba, Maduro, du Venezuela, le premier ministre vietnamien. Et enfin, et pas des moindres, je dirais l'Africain qui incarne aujourd'hui un leadership progressiste et l'avenir de l'Afrique, le capitaine Ibrahim Traoré, du Burkina Faso. Son visage, Nima, au milieu du défilé, il y avait des plans sur lui pendant qu'il regardait la parade, on voyait bien que c'est un militaire. Il observait la précision russe en action. Les Russes ne font pas de spectacle. En fait, le spectacle, c'est à quel point ils sont précis et compétents. Tout, la manière dont ils ont chorégraphié la parade en tenant compte du caractère très solennel de l'occasion, tout en montrant à quel point ils sont immensément compétents sur le plan militaire et organisationnel quand ils s'y mettent. Bien sûr, la Russie peut aussi être très désordonnée. Et le Sud global était sur la place. On peut probablement s'accorder à dire que l'élément le plus important, en termes de géopolitique, c'est que le Sud global était pleinement représenté aujourd'hui sur la place. Tous les continents et des majorités comme des minorités sur chaque continent. Et bien sûr, côte à côte. Les dirigeants du monde en train d'émerger, ce monde multipolaire, multinodal, assis côte à côte. Xi Jinping était assis à la droite de Vladimir Poutine. À gauche, il y avait des Asiatiques centraux. Si je me souviens bien, à la gauche de Poutine, il y avait le président du Tadjikistan et d'autres nations d'Asie centrale. Détail fascinant. Xi Jinping avait un traducteur russe rien que pour lui, qui traduisait du russe au mandarin, en particulier les détails. Et quand Poutine faisait des remarques,
Le niveau de respect est hors norme, n'est-ce pas? Et Xi était visiblement intéressé. Il posait des questions en permanence. On voyait qu'il était concentré sur tout ce qui concernait la parade, l'organisation, la minutie de l'ensemble, etc. C'était flagrant. Et le fait que les Européens, présents sur la place, représentaient l'absolue minorité européenne et qu'ils sont considérés comme des parias en Europe. Fico, de Slovaquie, et Vučić, de Serbie. Évidemment, rien venant des soi-disant grandes puissances européennes. Rien du tout. Aucune présence de Bruxelles, évidemment, parce que, et c'est ce qu'on se disait, pendant qu'on regardait et qu'on attendait de monter sur scène. J'étais au plateau de RT, de l'autre côté de la rivière, la Moskova. Ils avaient installé un studio spectaculaire. La vue était incroyable. On était un petit groupe d'invités et on intervenait au fil de la retransmission. Et à la fin, ils m'ont fait un immense honneur en fait avec George Galloway. On a clôturé l'émission ensemble. Elle a commencé avec moi, on a basculé vers George sur la place, puis revenu vers moi. Donc, c'est George et moi qui avons résumé ce qu'on venait de voir. C'était une énorme responsabilité. J'étais pleinement conscient que c'était très sérieux. Et j'espère que j'ai été à la hauteur. Ils ont aimé, le réalisateur m'a dit qu'ils avaient beaucoup apprécié. Et c'était formidable, parce qu'on avait le point de vue d'un Écossais, George, et celui d'un Sud-Américain brésilien, représentant du Sud global, dans mon cas. RT, bien sûr, est très conscient de tout cela aussi. Mais le grand thème général du défilé, qu'ont souligné non seulement les interventions du président Poutine ces 2 derniers jours, mais aussi celles de Sergei Lavrov, de Maria Zakharova, de Dmitri Medvedev, c'est « Nous ne laisserons pas le nazisme et le fascisme revenir. Nous serons en première ligne pour les combattre. » Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Xi Jinping, après sa rencontre avec Poutine hier, a dit exactement la même chose dans sa propre terminologie chinoise. Et dans les discussions qu'on avait au studio RT, il y avait un analyste militaire russe de tout premier plan, à double nationalité, russo-américaine. En gros, chacun de notre côté sur le plateau, on a fini par dire exactement la même chose, en expliquant le même concept, à savoir que certaines élites européennes, dont les laquais et vassaux sont représentés à Bruxelles, travaillent sérieusement à l'établissement d'un proto-4e Reich, que beaucoup d'entre nous qualifient de totalitarisme libéral. Ce totalitarisme libéral que nous voyons venir de Bruxelles et imposé aux capitales européennes, c'est le début du 4e Reich. Et ce qui pourrait suivre est franchement terrifiant pour tout citoyen de l'UE, à commencer par le fait qu'ils sont représentés, en matière de politique étrangère, par 2 femmes totalement dérangées. Et tous ceux d'entre nous qui aiment les femmes par principe sont consternés que ces femmes représentent non seulement leur propre sexe, mais la politique étrangère de 450 millions de personnes. Je parle de la méduse Ursula et de l'idiote estonienne, au Brésil, Kaja Kallas, qui ne pourrait même pas gérer un stand de hot dogs. Tu imagines la politique étrangère de toute l'Europe entre leurs mains? C'est très dangereux. Et le fait qu'il n'y avait aucun représentant à part les parias dont j'ai parlé plus tôt, c'est une autre preuve flagrante. Aucun de ces éléments, Nima, aucun, n'a échappé à l'attention des représentants du Sud global présents sur la place. Ils ont parfaitement compris. Et le rôle de leadership de la Russie aux côtés de la Chine était évident. On voyait que Poutine veillait au moindre détail pour que son invité d'honneur soit totalement à l'aise. Et Xi souriait même. Les Chinois m'ont dit, on ne le voit jamais sourire en public. Et à plusieurs reprises, il souriait vraiment. Donc il était satisfait de tout. Et ce qui a fuité de leur conversation, je dirais que ce n'était que 10% du contenu réel. J'ai demandé à un de mes collègues chinois de CGTN, qui était à la conférence de presse, ils m'ont dit que les questions n'étaient pas autorisées. Et je comprends pourquoi. S'ils avaient ouvert aux questions, cette conférence aurait duré 4 ou 5 heures. Et il y avait beaucoup de médias internationaux, essentiellement du Sud global, avec quelques-uns du Nord global.
Et une autre raison, c'est que Russes et Chinois ont compris que les déclarations finales de Xi et Poutine, celles qui ont été rendues publiques, couvraient déjà tous les sujets essentiels. Et le reste, ils ne pouvaient tout simplement pas en parler publiquement, car ça fait partie de leurs négociations secrètes, de leurs discussions sur la manière de reconstruire un nouveau monde, au milieu des ténèbres qui nous entourent de toutes parts. Donc à tous égards, Nima et vous tous, c'était un de ces moments historiques qui resteront à jamais. Et on a appris que la Russie et la Chine ont condamné les projets de défense antimissile des États-Unis dans une déclaration conjointe. Ils parlent du Golden Dome. Est-ce que tu penses que ce discours traduit le sentiment que les États-Unis se préparent à la guerre? Est-ce pour ça qu'ils en parlent? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Russes et des Chinois en ce moment à propos du Golden Dome? Ils n'y prêtent même pas tant d'attention que ça, Nima, pour être honnête. Pour eux, ça va. C'est comme avec les hypersoniques. Les Américains annoncent toujours qu'ils développent un nouveau missile hypersonique, et à chaque fois, c'est un désastre. Et dans ma conversation avec cet analyste militaire russe, il a confirmé ce que nous savons tous déjà. Les Américains ont 3 générations de retard sur les Russes en matière d'hypersonique. Donc ils ne rattraperont jamais ce retard, quoi qu'ils fassent. Et c'est pareil pour l'Iron Dome. Si on commence à comparer avec le S-550, qui est en théorie le dernier modèle russe, mais ce qu'on a appris ici à Moscou, et que j'avais déjà entendu il y a quelques mois, voire l'an dernier, c'est que le S-600 est déjà conçu et va bientôt être testé. Et il travaille déjà sur le S-700. Donc en matière de meilleure défense antimissile de la planète, une fois encore, les Russes ont au moins 2 générations d'avance sur les Américains. Donc ils ne sont pas très inquiets. Et comme ils ont un partenariat stratégique, une grande partie de ces infos, je ne dis pas qu'elles sont transmises directement. Par exemple, les derniers systèmes de défense antimissiles, les Russes ne les vendent pas aux Chinois. Ils vendent les modèles juste avant, mais ils en parlent. Et évidemment, les Chinois ont accès à certains designs, à certaines solutions créatives, tout comme les Iraniens ont eu l'occasion d'échanger des infos sur les missiles balistiques avec les Russes. C'est quelque chose qu'on a redécouvert la semaine dernière. C'est fou. On est vendredi. Nima, j'ai même perdu le fil de là où je suis. Tu te rends compte qu'on avait cette conversation sur les missiles ce lundi avec un général des gardiens de la Révolution. C'est pour vous donner une idée à tous de la folie de notre emploi du temps parfois, comme ces derniers jours. Donc, pour le moment, surtout cette semaine, Poutine et Xi étaient concentrés sur leur rencontre en face à face et sur l'énorme agenda de construction du monde multipolaire, multinodal en détail. Ce qui est évidemment beaucoup plus facile à discuter en direct, non? L'Ukraine, le cas ukrainien. Poutine et Xi ont parlé de l'Ukraine. Ils estiment que s'il doit y avoir un règlement, il faut s'attaquer aux causes profondes de la crise ukrainienne pour obtenir une paix durable. Les Russes répètent ça depuis toujours, non? Oui. Ça ne semble pas être la priorité pour Donald Trump. Il a tweeté, il a posté sur ses réseaux sociaux « Vous avez 30 jours pour négocier un cessez-le-feu où on imposera plus de sanctions. » Et il ne parle que des Russes, au passage. Tu vois la Russie essayer de trouver une voie de négociation, ou bien, au fil du temps, on voit les deux camps s'éloigner de plus en plus. C'est exactement l'inverse, Nima. Les Américains connaissent Trump. Parce que Trump, on le sait tous, ce n'est pas un stratège. Il change d'avis comme s'il utilisait une télécommande. Donc comment tu veux faire confiance à un négociateur de grande puissance comme lui? Ce n'est ni un stratège, ni un diplomate, et il pense diriger tout, du prochain pape au reste du monde. Tout revient à son narcissisme totalement incontrôlé. C'est comme Trump qui regarde la piscine et voit son reflet démesuré de narcissique géant. C'est impossible. Les Russes et les Chinois, comme ce sont des acteurs rationnels, ils ne sont pas impressionnés.
Les Russes, sur l'Ukraine, tous ici au pouvoir, savent très bien qu'il s'agit de tactiques dilatoires, de tentatives d'imposer un cessez-le-feu, de vouloir déguiser un Minsk III en non-Minsk III. Alors que tout le monde sait que si cessez-le-feu il y a, ce sera une version pourrie de Minsk III. Et ils en reviennent toujours à ce qu'ils disent depuis le début. S'il n'y a pas de solution, ce sera tranché sur le champ de bataille. On est en train de décider cette guerre sur le champ de bataille. On n'est pas pressé. La guerre peut durer tout le reste de 2025. Très bien pour nous. Qu'elle dure jusqu'en 2026, peu importe. On continue d'avancer et on s'arrêtera quand on aura décidé qu'on s'arrête. C'est, je dirais, la position russe à l'état brut. Sans sauce, sans rien. C'est ça. À prendre ou à laisser. Si l'équipe Trump 2.0 pensait à un cessez-le-feu réalisable, menant à une négociation pour mettre fin à la guerre, ce que les Russes disent tout le temps, il faudrait aborder les causes profondes du conflit. Mais comment le pourrait-il, Nima, puisqu'ils sont la cause même de cette guerre? C'est absolument impossible. Il faudrait remonter non seulement à Maïdan en 2014 au coup de Victoria Nuland, mais bien avant, aux années 1990. Ils ne le feront jamais. Tu sais, les superpuissances, même en déclin, ne font jamais ça. Les Russes, eux, apprennent de leurs erreurs, notamment celle d'avoir fait confiance aux États-Unis. Ils ne font plus confiance à rien venant de quelque centre de pouvoir américain que ce soit un président ou un quelconque négociateur. Ils veulent des faits, et pour l'instant, aucun fait concret ne leur a été présenté. Donc c'est ça la position russe de long terme, en sachant que cette guerre peut durer longtemps. Les Chinois, eux, ont mis au moins 3 ans à comprendre les vraies raisons russes. Les Chinois, et ça on en parlait encore cette semaine, et déjà la semaine dernière en Iran, avec d'excellents analystes iraniens, les Chinois savent qu'ils sont les prochains. Donc ils doivent se ranger derrière la Russie. Parce que si la Russie tombe, ils savent qu'ils seront attaqués juste après. Donc les Chinois n'apprennent pas seulement des erreurs russes, de leurs défis et de ce que l'armée russe a bien fait, mais ils ont aussi reconstruit leur vision de la guerre et compris pourquoi, pour Poutine, il y a un peu plus de 3 ans, il est inévitable de lancer l'opération militaire spéciale. S'il ne l'avait pas fait, on sait tous ce qui se serait passé. Un génocide dans le Donbass, pour dire les choses simplement. Donc ils devaient agir. Et les Chinois savent que quand leur tour viendra, ce sera une provocation similaire, probablement en lien avec Taïwan, ou avec n'importe quelle absurdité sortie de ces think tanks ridicules de Washington qui ne comprennent rien à la Chine. Donc ils apprennent énormément de cette guerre à tous les niveaux. Et évidemment, ils ont été extrêmement impressionnés par la manière dont la Russie a mené la guerre géoéconomique et l'a remportée. Donc, cette coopération stratégique fonctionne à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement un échange d'infos sur les missiles hypersoniques. Les Chinois étudient minutieusement toutes les stratégies géoéconomiques et de substitution aux importations mises en œuvre par les Russes, qui ont permis à la Russie de devenir la 4e économie mondiale en PIB-PPA. Et ça impressionne beaucoup les Chinois, car ce sont eux-mêmes une grande puissance commerciale et financière. Et ils sont aussi impressionnés par les progrès militaires russes, ce que le défilé d'aujourd'hui a encore démontré. Donc, si on résume ces dernières semaines, un renforcement du partenariat stratégique russo-chinois et une confiance renouvelée en eux-mêmes. Si on lit bien ce qui a fuité de la conversation entre Poutine et Xi, c'est ça, le message principal. 2 grandes puissances, très confiantes, qui savent que tout changement structurel dans le système international, ce sont elles qui le mèneront. Et c'est exactement ce que Xi avait dit à Poutine, il y a plus de 2 ans, ici au Kremlin, quand Poutine a emmené Xi devant la limousine. La fameuse phrase « Des changements comme on n'en a pas vu depuis 100 ans, et nous sommes aux commandes ». C'est vrai. Et ils l'ont encore prouvé hier et aujourd'hui. Alors tu peux imaginer, Nima et vous tous, dans quel état de panique se trouve l'Occident quand ils voient ça.
Est-ce que la Russie s'inquiète de l'accord sur les minerais entre les États-Unis et l'Ukraine? Parce qu'immédiatement après cet accord, J.D. Vance a déclaré que la Russie en demandait trop. Et on dirait que ce n'est pas juste une affaire Trump, mais l'avenir de l'Ukraine. Comment la Russie perçoit-elle cet accord dit cédé entre les États-Unis et l'Ukraine? Il n'y a aucune position officielle. D'ailleurs, justement parce qu'ils n'ont pas exprimé de position officielle, ils voient ça comme un dossier strictement entre les États-Unis et l'Ukraine. Ça ne les concerne pas. Bien sûr, tout bon analyste ici sait que ces minerais n'existent même pas en Ukraine, et ceux qui existent sont très rares. Donc ce sont des minéraux fictifs. Ils s'en fichent. Et pour ce qui est des terres rares, par exemple, ils savent exactement ce qui appartient à la Russie dans le Donbass, très précisément. Et combien ça coûterait pour commencer à les exploiter. Donc c'est une affaire purement russe. Ce que Kiev et Washington signent, ça ne les intéresse pas. Et c'est d'ailleurs la bonne attitude. Ce qui leur est évident, c'est que les États-Unis resteront profondément impliqués dans ce qui restera de l'Ukraine, ce qu'on appelle ici l'Ukraine résiduelle ou rump Ukraine. Et personne ne sait ce que cette Ukraine résiduelle inclura ou non. Donc tout reste fluide et ouvert pour l'instant. Mais ça ne concerne pas la Fédération de Russie. Je veux parler de l'Iran. Tu étais en Iran cette semaine, comme tu l'as mentionné lundi. Mais avant d'y venir, je pense que le cas du Yémen est tellement important. Qu'est-ce qui s'est passé? Wow! Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé, Pep? Wow! Écoute, il va nous falloir du temps pour trouver la formule définitive qui résume ce qui s'est passé. Pour l'instant, on a plusieurs candidats. L'un d'eux, c'est la plus grande armée de l'histoire de l'univers a subi une humiliation impossible à quantifier, infligée par les Houthis. Le Yémen, soi-disant nation la plus pauvre du monde arabe. Pauvre en termes de PIB par habitant, parce qu'ils sont sous sanctions, harcelés et attaqués depuis toujours, surtout par les Saoudiens. Rien que ça, c'est incroyable. Ce qu'ils ont fait avec une seule action, à la fois géopolitique, géoéconomique et militaire. Une seule action, divisée en sous-volets. Nous contrôlons la mer Rouge. Tu n'es pas d'accord? Très bien, viens ici et prouve-nous le contraire. Pourquoi nous contrôlons la mer Rouge veut dire on bloque les navires qui vont vers Israël ou qui soutiennent Israël ou qui s'inscrivent dans le cadre établi par les Houthis. Tant que vous ne mettez pas fin au génocide et ne respectez pas un certain cessez-le-feu, alors nous attaquerons les navires qui aident Israël. Et à cause de ça, l'Empire, sans réfléchir 10 minutes, via ce complot absurde de la Signal Conspiracy, incluant tous les poids lourds de Trump 2.0 dans leurs propres mots. Ok, lançons une guerre pour leur envoyer un message. Et le contre-coup de ce message, waouh! Le contre-coup, ça a été tout simplement, très bien. On peut couler un de vos porte-avions à plusieurs milliards quand on veut. Vous voulez continuer à rester ici? On peut le faire. Pas seulement contre vous, mais aussi contre vos navires, pas seulement les navires israéliens ou ceux qui vont vers Israël. Au final, ce sont les Américains qui ont dû supplier pour un accord. Trump, bien sûr, est le maître du retournement. Il a dit que les Houthis étaient fatigués. Pur délire. Et tout le monde le sait, pas seulement dans le monde arabe, mais dans l'ensemble du monde musulman et une bonne partie du Sud global. Les Américains ont été complètement humiliés. Le président, son secrétaire à la défense et l'ensemble du gouvernement ont été renvoyés dans les cordes. Parce qu'ils n'avaient aucun renseignement sur le terrain. Ce qui est quelque chose que nous tous, dans notre petit groupe, avons constaté lors de notre visite au Yémen le mois dernier. Sur le terrain, en parlant avec les membres du Haut Conseil politique, on voyait bien que les Américains avaient moins que zéro information sur ce que possède Ansarallah et où c'est caché ou enterré sous des montagnes, peu importe. Donc l'humiliation est impossible à quantifier. Et maintenant, imagine. Tous ces mouvements de guérilla progressistes, souverainistes, de libération, dans tout le Sud global,
Regarde ça. Ils voient ce que les Yéménites ont fait et se disent « Waouh, on peut battre l'Empire sur son propre terrain. Il suffit de savoir stratégiser. » Et eux, ce sont des maîtres stratèges. Évidemment, il faut une force de combat compacte avec des drones et des missiles balistiques efficaces. Et là, vous avez une chance, les Yéménites l'ont prouvé. Rien que ça, c'est révolutionnaire. J'ai énormément appris de mon voyage au Yémen. Beaucoup. J'ai été stupéfait par cette intersection entre guidance spirituelle, décision politique, clarté morale, force intérieure et une mise en œuvre remarquable. Ils sont extrêmement bien organisés parce que dès qu'ils ont défini leur objectif final, tout le reste suit, on adapte la stratégie. Mais tu vois, c'est cette clarté morale, cette force intérieure, cette solidité d'âme qui sont essentielles. Très peu de peuples, d'ethnies ou de tribus possèdent toutes ces caractéristiques. Les outils du Yémen, compte tenu de la riche histoire du pays, sont un cas très particulier. Mais la leçon que peut tirer l'ensemble du Sud global, ça dépasse toutes les pressions. Et on sait que l'attaque yéménite sur l'aéroport Ben Gurion a été un élément décisif dans la décision de Trump d'intervenir en mer Rouge. Et c'était assez surprenant que l'ambassadeur américain en Israël ait déclaré qu'il n'avait pas besoin de l'accord d'Israël pour négocier avec le Yémen. Et c'est vrai d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais tu entends ça de la bouche de Mike Huckabee. Et on sait à quel point il est pro-Israël. Ça m'a surpris. Ils étaient, le mot que je pourrais utiliser, je ne peux pas le dire ici, ils étaient hors d'eux. D'abord parce qu'ils ont été humiliés devant toute la planète, et pour plein de raisons. L'une d'elles, désinformation ou mauvaise information ou info idiote, comme celle que fournit la CIA. La CIA ne fournit que des conneries au président américain. Sans pertinence, dépassée. Mais l'autre raison est encore plus grave. Nima. Elle touche à la psychologie élémentaire de Trump. Il a eu l'impression d'avoir été utilisé par le gouvernement israélien. Et avec Trump, on peut tout faire. Sauf lui faire sentir qu'il est une marionnette entre les mains de quelqu'un ou de quelque chose. Il le prend extrêmement mal. Donc si on combine ces deux motivations, on comprend pourquoi les Américains ont imploré la paix, pour le dire à l'américaine. Et bien sûr, après avoir bombardé des civils, après avoir bombardé l'aéroport civil de Sanaa, d'après ce que j'ai appris de nos contacts sur place, il restait un seul avion de la compagnie Yemen Airways. Tout le reste a été détruit. La tour de contrôle a été détruite, le terminal principal qui est extrêmement petit aussi. Quand je suis arrivé à Sanaa, je me suis dit « Waouh, ce n'est même pas un aéroport », comparé à un petit village d'Amérique du Sud ou d'Afrique. Et maintenant, tout est détruit. Mais hier encore, les Yéménites disaient « On a déjà commencé à reconstruire notre aéroport ». On ne peut pas briser ce peuple. Je n'arrive pas à croire qu'un seul crétin, même avec un doctorat de Yale ou issu de je ne sais quel groupe de Trump 2.0, puisse écrire une note claire pour expliquer au président à qui il a affaire. C'est évident que non. Oui. Voici ce qu'a dit Mike Huckabee à propos de l'accord entre le Yémen et les États-Unis. Il a dit « Si un des 700 citoyens américains présents en Israël est blessé par une attaque des Houthis, alors nous répondrons. Sinon, cela ne nous concerne pas. » Il dit simplement que si le Yémen attaque Israël, ça ne les regarde pas. C'est plus ou moins ce qu'ils disent, bien sûr avec des nuances, mais c'est le message principal, pour les deux raisons que je viens de t'expliquer il y a 2 minutes. Et tout ça peut changer demain, Nima. On ne sait jamais. Avec Trump, on ne sait jamais s'il va changer d'avis ou trouver une nouvelle excuse ou quoi que ce soit. Mais en l'état, voilà où on en est. Et bien sûr, ils portent toujours plus d'attention à l'Ukraine, parce que leur soi-disant plan de paix est un désastre absolu, et bien sûr le contre-coup de la force de dissuasion contre la Chine. Sur ces 3 fronts, ils sont en train de tout perdre. Mal, très mal. C'est un mélange de manque de prévoyance, d'inexpérience, d'incompétence totale, de pure stupidité,
cette absence de conseiller valable. Bref, tout ça à la fois. Rien d'étonnant. Et surtout le fait que le président n'écoute personne d'autre que son propre ego. Comment as-tu trouvé l'Iran? Waouh! Oui, ça va être une longue réponse. Une longue réponse. J'ai été très impressionné, une fois encore, par la résilience, par l'esprit combatif, par la qualité de leur analyse intellectuelle. Nous avons eu un débat universitaire, dès le début. Je crois que c'était dimanche dernier, avec Charmine et moi, Charmine Narwani, éditrice basée à Beyrouth, où je suis chroniqueur et moi-même. Et à l'origine, le débat devait porter uniquement sur les relations États-Unis-Iran. Mais tu sais, Nima, je suis anarchiste. Donc au bout de 10 minutes, j'ai mis le bazar dans la réunion. J'ai dit non, on va parler de la vision d'ensemble. Ce qui inclut bien sûr les relations Iran-États-Unis, mais on va parler du grand échiquier et on va parler du nouveau grand jeu. Évidemment, ils ont adoré, et les étudiants, leurs questions étaient d'une acuité remarquable. Ils ont adoré, vraiment adoré. C'était une discussion fabuleuse, géopolitique, rôle de l'Iran, et le lendemain, j'étais en train de discuter de théologie chiite. Voilà, le niveau de la vie intellectuelle à Téhéran, c'est généralisé et d'un niveau très élevé. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont vu quand nous avons visité le musée aérospatial des gardiens de la Révolution. J'ai lancé une petite bombe au milieu de tout ça parce que j'ai eu l'occasion de poser une question à un général de brigade de l'IRGC au sujet de l'opération True Promise 3. Et sa réponse a été excellente. Elle est sur Max. Elle a été retraduite. Une lectrice persanophone, celle qui a filmé ma conversation avec le général, m'a dit « Le traducteur officiel, c'était une catastrophe. » Et c'était vrai. Je l'ai senti tout de suite, c'était mauvais. Mais c'est tout ce qu'on avait à ce moment-là. Et ensuite, elle a fourni une traduction fidèle d'une réponse très nuancée du général de brigade Ali Balali. C'était excellent. En résumé, il me disait « Oui, tout est prêt. Il y aura une opération True Promise 3 quand nous déciderons de la lancer. Donc il y aura une réponse. Mais évidemment, pour l'IRGC, pour l'ayatollah Khamenei, il faut choisir le bon moment. Et en ce moment, ou même ces 2 ou 3 derniers mois, d'abord, ils veulent voir si les Américains ont vraiment l'intention de relancer les discussions sur le JCPOA. Si Trump continue ses menaces de bombarder l'Iran toutes les semaines, jusqu'à quel point les Israéliens sont désespérés. Donc c'est une équation très complexe pour les dirigeants iraniens. Et le fait que cette administration, comme tu le sais bien, Nima, l'administration Pezeshkian, c'est compliqué. C'est un sujet très débattu à Téhéran. Beaucoup n'adhèrent pas à leur position. Faizi leur manque beaucoup, car c'était un homme déterminé. Il ne cédait jamais à quoi que ce soit venant de l'Occident. Il n'était favorable à aucune concession. Et l'administration Pezeshkian est à l'opposé. Mais c'est une affaire intérieure iranienne. Donc nous, étrangers, on écoute les débats. C'est passionnant. Mais c'est aux Iraniens de parvenir à une position unifiée. Mais beaucoup d'experts militaires ou analystes savent que, tôt ou tard, ça va se jouer. Et si quelque chose se produit venant d'Israël, avec le soutien américain, eh bien, comme ils l'ont dit, tout est prêt. On n'est pas impressionné par ce qu'ils font, et nous avons plusieurs niveaux de riposte selon le scénario. Donc ce que tu ressens, encore une fois, c'est une confiance absolue, fondée sur leur capacité technique, ce qu'on voit au musée. Là-bas, tu as tous ces drones Shahid, tous les modèles, tous les missiles balistiques, le dernier Fateh, qui est vraiment très impressionnant. On peut dire que c'est une puissance militaire mystérieuse. Et si Israël fait une connerie, ils seront réduits en cendres. Aucune ambiguïté là-dessus. L'Iran a les moyens de le faire. Ça, c'est un angle. L'autre concerne la situation politique intérieure, très instable. J'ai entendu des rumeurs sur qui pourrait succéder à l'ayatollah Khamenei, mais je ne peux pas en parler pour l'instant. C'est, disons, une information relativement confidentielle. La situation économique est très difficile. Quelques chiffres que tu dois déjà connaître, Nima. On m'a dit qu'on peut faire le plein, et je l'ai vu de mes yeux.
J'étais à la pompe. J'ai regardé l'écran, j'ai halluciné. Un plein de 50 litres coûte moins de 2 $. Un ami m'a dit que ses dépenses mensuelles en eau, électricité, lignes fixes, etc. étaient inférieures à 2 $, parfois 5 $. Donc le coût de la vie, grâce à certaines subventions de l'État, est très abordable. Mais les salaires sont extrêmement bas. Et la monnaie, on n'y comprend rien. Un tsunami de zéro. Même les locaux ne savent pas exactement combien ils manipulent. Donc c'est très compliqué et c'est l'effet direct des sanctions. Le point positif, c'est qu'en matière de substitution aux importations, l'Iran fabrique presque tout ce dont il a besoin. Et ça, c'est vraiment un bon point. Mais à côté de ça, je vais te donner un exemple concret. Je suis allé à la mer Caspienne. Mardi, je crois. Oui, il y a 2 jours. J'étais là-bas pour voir le port iranien dans le corridor de transport international Nord-Sud. Russie, Iran, Inde. C'est le port par lequel les cargos venus d'Astrakhan en Russie traversent la Caspienne. Et le premier port qu'ils atteignent, c'est celui de Bandar Anzali. Donc j'arrive à Bandar Anzali, je me dis, louer un bateau, on va faire le tour du port. Je monte à bord, je regarde autour de moi et je demande, où est le port? On me répond, c'est ici. Et franchement, Nima, il n'y a pratiquement rien. Les grues datent probablement des années 70, début ou milieu. Il y en a très peu. Et les bateaux à quai, ce sont de petits bateaux d'Azerbaïdjan, du Kazakhstan et de Russie. J'en ai vu à peine 4 ou 5, tous petits. Alors comment veux-tu bâtir un corridor de transport avec ces minuscules installations alors que les cargos russes sont immenses? Ils ne peuvent tout simplement pas accoster ici. Il faut construire un port adapté. Et là, tu vois tout de suite pourquoi. Les sanctions. Les sanctions. C'est très triste. On pourrait dire que les gouvernements successifs n'ont pas fait attention à la Caspienne. Mais ce n'est pas vrai, car il y a eu de longues négociations entre les 5 pays riverains pour définir le statut de la Caspienne et améliorer le commerce entre eux. L'Iran, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, le Kazakhstan, la Russie. Et en comparant avec les autres ports, j'ai comparé avec Aktau au Kazakhstan, avec Turkmenbashi au Turkménistan et avec Bakou. J'ai visité ces 3 ports. Le seul que je ne connaissais pas encore, c'était Bandar Anzali. Et là, je me dis, comment peut-on avoir un port aussi petit comparé aux autres ports de la Caspienne, qui, eux, sont franchement bien plus développés. Donc l'Iran a des problèmes très sérieux à résoudre. Et cet exemple vous montre à tous comment les sanctions peuvent ruiner l'économie d'un pays. Très, très triste. Vraiment triste. Au fait, je connais Anzali et le port d'Anzali parce que Tu y es allé il y a longtemps ou il y a quelques années? il y a longtemps. Ça n'a pas changé, Nima. C'est probablement pareil que quand tu y es allé. Aucune organisation. Ils ne l'utilisaient pas beaucoup. Je ne sais pas, ils ne se servaient pas vraiment du port. Exactement. Parce qu'ils ne prêtaient pas attention à la Caspienne. Oui, aujourd'hui, la stratégie a complètement changé. Et c'est pour ça que je pense que la première chose à regarder, Waouh, on pourrait avoir beaucoup plus d'échanges commerciaux, notamment avec le Kazakhstan, qui est une puissance moyenne, avec la Russie et avec l'Azerbaïdjan, qui a aussi une économie très solide. Mais pour ça, il faut construire un vrai port. Bon, j'entrerai dans les détails plus tard, parce que c'est une bonne surprise. Il va y avoir un documentaire sur le corridor de transport nord-sud. Je rentre demain soir pour travailler dessus. et sur place, on expliquera ce qui se passe. Et évidemment, la séquence à Bandar Anzali va être assez inquiétante, car regardez, si vous voulez construire un vrai corridor de transport, il faut faire quelque chose maintenant avec ce port. Et tu penses que le nouveau gouvernement, tu as mentionné le nouveau président, la nouvelle administration en Iran, est-ce que les Iraniens s'intéressent à ce qui se passe avec la Russie, ou ils s'y intéressent moins qu'à l'époque de l'administration Raisi? Oui, c'est une bonne question. Sous Raisi, on mettait beaucoup d'énergie pour accélérer le corridor de transport.
Je te pose cette question parce qu'il y a eu récemment la visite de Pezeshkian en Azerbaïdjan, où l'on a tenté de renforcer les liens entre l'Iran et l'Azerbaïdjan, ce qui est important pour ce corridor. Absolument, car Bakou peut devenir, disons, une voie secondaire du corridor, même si ce corridor, dans son essence, c'est Russie, Iran, Inde. Il y aura plus d'échanges entre l'Iran et l'Azerbaïdjan, bien sûr, par terre et par mer, via la Caspienne. Et donc la Caspienne revient dans le tableau. Mais pour ça, il faut un port. Bakou, comparé à Bandar Anzali, c'est Hong Kong ou Shanghai. C'est immense. Mais ce que j'ai entendu de sources bien informées, c'est qu'ils sont mécontents des priorités de politique étrangère de l'administration Pezeshkian. Sujet très délicat, comme tu le sais, Nima. En Iran, on ne discute pas ça ouvertement. Mais certains disent qu'il y a trop de pro-occidentaux autour de Pezeshkian. Ils veulent à tout prix un rapprochement avec l'Occident. Et c'est l'opposé de la politique regardée vers l'Est de Raisi. Donc il y a un conflit, aucun doute là-dessus. Et on ne sait pas encore comment il va se résoudre. Ce qu'on attend, c'est qu'avec le partenariat stratégique Russie-Iran, les Russes vont monter d'un cran et dire aux Iraniens « Regardez, il vous faut cette infrastructure, ça et ça, pour commencer à profiter du corridor dès que possible. » Par exemple, autre point très important dans notre discussion, au début, quand on parlait du corridor, j'ai fait une série d'interviews en Iran, et l'un des intervenants me disait que la Caspienne n'était pas forcément la meilleure idée, qu'il faudrait plutôt construire une route sur la rive gauche de la Caspienne ou utiliser des routes déjà existantes sur la rive droite. Et quand je suis arrivé à Bandar Anzali, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Avec un port pareil, impossible d'utiliser la Caspienne. Il faut une route. Et certaines de ces routes existent déjà. Et que veulent faire les Russes? Construire une route sur le côté gauche de la Caspienne. Et ils proposent même un prêt à taux quasi nul à l'Iran pour la construire. Quand tu remets ça dans le contexte, tu comprends? Les Russes disent « OK, faisons fonctionner ce projet vite, mais il faut de l'infrastructure. Le plus rapide, c'est une route. Et on est prêt à la construire ou à vous aider à la construire au plus vite. Parce que vous ne pouvez pas compter sur ce port inexistant sur la Caspienne. » Concernant les tensions au Moyen-Orient, Papy, tu vois, tu as dit qu'ils sont prêts à toute forme d'attaque venant d'Israël, mais est-ce qu'ils pensent vraiment que les États-Unis participeraient à cette opération? Ou bien est-ce qu'en Iran, l'idée générale c'est que si attaque il y a, ce sera Israël seul, ou bien les deux ensemble? Bien les deux ensemble. Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Personne ne le sait, évidemment, Nima. Donc ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont prêts à tous les scénarios, ce qui est logique, sans divulguer d'infos confidentielles. En gros, ils disent, quelle que soit l'attaque, on est prêt. Et c'est exactement le sens de la réponse que m'a donnée le général de brigade. C'était inclus dans sa formulation. Et oui, ils sont très bons. Les gardiens de la Révolution au plus haut niveau sont d'excellents planificateurs. Ils savent faire une stratégie militaire unifiée et en même temps bien planifier l'exécution. Il faut être impressionné quand on les observe. Mais il y a un autre aspect très intéressant. Le pays est sous menace existentielle. Aucun doute là-dessus. Et trop d'efforts sont concentrés sur l'aspect militaire, sur comment réagir à une attaque. Et en même temps, un certain fatalisme. Oui, il y aura une attaque et on doit savoir comment se défendre. C'est une position très difficile. Mais à chaque visite en Iran, je suis toujours extrêmement impressionné par leur résilience, leur force et leur capacité de résistance. C'est extrêmement impressionnant. Et ça vient bien sûr de la vision chiite du monde. On a eu une discussion de dernière minute, vraiment capitale, avec, comment dire, un conseiller informel d'un personnage haut placé dans les médias iraniens. C'est un soufi, essentiellement, très spirituel, mais aussi très concret.
C'est un mec très doué en technologie de l'information, par exemple. Et on a eu une discussion très sérieuse sur la théologie chiite, entre autres, sur le sens de la conscience, sur la recherche de ce qu'il appelait l'émerveillement, un mot un peu flou pour décrire une harmonie intérieure et extérieure. Et puis on est remonté au présocratique, à Zarathustra, fascinant. Le niveau des conversations que tu peux avoir en Iran avec des gens instruits est toujours stupéfiant. Surtout parce que maintenant, en Occident, ce genre de dialogue n'existe quasiment plus. Tu as mentionné la situation de Bandar Anzali, comme on l'appelle en persan. Oui, Bandar Anzali. On sait que la relation Iran-Russie n'a jamais été aussi bonne qu'aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que l'avenir de ce port va changer radicalement. D'après ce qu'on a entendu jusqu'à présent, comment la Russie perçoit-elle ce projet de corridor nord-sud? Est-ce à 10 ans? 5 ans? Parce que comme tu l'as dit, le port de Bandar Anzali n'est pas prêt. Donc combien de temps, à ton avis, selon les Russes? Ils veulent le plus vite possible parce que pour eux, c'est l'un des rares moyens d'échapper aux routes contrôlées par l'Occident. C'est une route des BRICS avec quelques ramifications, mais elle permet d'éviter les sanctions, les interférences, etc. Donc, du point de vue russe, c'est essentiel. Du point de vue iranien aussi. Mais il y a une différence. Les Russes sont sous sanctions depuis 3 ans, plus ou moins. L'Iran depuis plus de 40 ans. Et tu ressens la dégradation de l'infrastructure. Pas seulement à Téhéran, mais dans d'autres villes aussi. Tu le sens immédiatement. Ce n'est pas un pays à qui on permet de se développer comme les Émirats ou le Qatar, avec des fonds illimités, avec l'aide de l'Occident, les investissements occidentaux, etc., avec du capitalisme mégalo ou du capitalisme de rente qui fait tourner tout ça. L'Iran, eux, ils doivent tout faire seuls. Et chaque modernisation est une modernisation endogène. Ça prend parfois beaucoup de temps et ça ne couvre pas tout. Tu sens qu'il n'y a pas d'investissement étranger en Iran. Tu le ressens réellement. Donc c'est très compliqué. Mais maintenant, avec ces partenariats et stratégiques, ils ont une chance exceptionnelle d'avoir plus d'investissements chinois et russes dans des secteurs précis, notamment le transport. Même avec l'Inde. Oui, même avec l'Inde, exactement. Mais l'Inde, tu sais, Nima, l'Inde, c'est le chaos. Surtout maintenant avec ce conflit en gestation contre le Pakistan. On ne sait pas qui a provoqué cette attaque terroriste très louche. Bien sûr, on a notre idée sur qui est derrière. Mais ce qui est inquiétant, c'est que les deux, Islamabad et Delhi, ont mordu à l'hameçon. Et ils font exactement ce que cette puissance extérieure voulait qu'ils fassent. C'est effrayant de voir à quel point c'est facile de manipuler. Je ne dirais pas des grandes puissances, mais des puissances significatives, comme l'Inde et le Pakistan. Comme l'Inde et le Pakistan. Pardon, Inde et Pakistan. Je suis désolé, Nima. Je n'ai pas dormi depuis 3 jours. Merci beaucoup, papy. Merci à tous. Désolé, je vais essayer de dormir, en fait. Tu me fascines, papy. Je n'ai pas eu le temps d'écrire. J'ai rien pu écrire cette semaine parce que c'était de l'action non-stop. Sans parler des vols, encore et encore. Et puis la route, et ça continue ce week-end. Et dimanche, je repars déjà. Tu vois le truc. Tu repars dimanche? Ouais, c'est un mini BRICS tour en fait. J'étais en Chine le mois dernier, ce mois-ci en Russie et en Iran, et à la fin du mois, je serai de retour en Russie. Donc c'est une mini tournée BRICS. Pas le droit de dormir. Il faut plonger à fond, partout tous les dossiers, comparer les choses. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Merci. N'oubliez pas, ne lâchez rien.